À l'occasion du mois de l'architecture contemporaine en Normandie 2017, la Maison de l'architecture de Normandie et la ville de Port-Jérôme-sur-Seine proposent une lecture de la cité Esso à l'occasion d'un parcours. Construite dans les années 1930 afin de loger le personnel des raffineries, cette cité permet à la fois de comprendre les enjeux hygiéniques et urbanistiques de l'époque et de poser les bases de notre urbanisme actuel et futur, notamment celui des éco-quartiers. Ravi de vous avoir pour ce deuxième rendez-vous de la Maison d'Architecture qui s'intéresse à notre commune. Alors moi, je suis particulièrement ravie parce que finalement, on le sait tous, moi je vis ici depuis des années, mes grands-parents sont d'ici aussi, vous le savez. On a subi un petit peu aussi une réputation de ville souvent imméritée. Pas la plus jolie de Seine-Maritime, pas la plus intéressante, et on est en train de prouver ces dernières années avec le renouvellement urbain, mais aussi avec ces anciens quartiers, et c'est ça qu'on voulait mettre en évidence aujourd'hui, que c'est une ville qui mérite l'attention, d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue cadre de vie, c'est vraiment une ville qui le mérite. Et je vois beaucoup de gens ici qui partagent notre avis, puisqu'ils sont là, même s'ils connaissent les quartiers. Ça se trouve, on va avoir plein d'interlocuteurs pour nous expliquer la visite, parce que je connais beaucoup de monde ici qui ont vécu aux origines de ces quartiers-là et qui pourront partager. C'est l'occasion de remercier Monsieur Victor, Madame Le Bellego, qui est par là, et son équipe. Et puis, je ne me souviens plus de votre nom, Marie Guémard, qui va je vais laisser les experts commenter l'urbanisme de cette cité. Mais vous redire aussi que vous connaissez mon Parler France, et c'est un peu l'occasion de casser quelques fausses idées. Non, vous voyez, comme aujourd'hui, la ville n'investit pas que dans le cœur de ville. La ville ne s'intéresse pas qu'à un certain quartier, elle s'intéresse à tous les quartiers. Je crois que le cœur de ville aujourd'hui, c'est la vitrine de notre ville, mais c'est ces quartiers-ci qui en sont son âme. Et ça, j'en suis convaincue, et c'est pour ça que nous travaillons vraiment partout sur la ville. Merci de vous y être intéressés, merci de nous avoir proposé, après ce cœur de ville, une visite dans les anciens quartiers, mettre à l'honneur ce quartier que j'apprécie particulièrement, où j'ai élevé mes 3 enfants, et je dois le dire, qui correspond complètement aux habitudes de vie modernes. Sur 400 mètres carrés, vous êtes chez vous, vous avez 3 à 4 chambres dans les maisons, qu'elles soient, même les maisons d'ouvriers, on va peut-être en parler tout à l'heure, parce qu'il y avait des catégories. Facile d'élever ses enfants par rapport à tous les groupes scolaires qui sont autour, les jardins, confidentiels ou pas, les parcs de jeux, quand ça a été construit des années 30 aux années 50. Donc merci beaucoup pour votre visite. C'est une introduction peut-être plus longue que prévu, mais je vais laisser les experts nous transporter aujourd'hui dans cette ville qu'on connaît, mais qu'on va peut-être encore redécouvrir aujourd'hui. Merci. Pour revenir un petit peu sur l'historique et le développement de cette cité-jardin à ses origines, pendant l'entre-deux-guerres et notamment à la fin des années 20, début des années 1930. Comme vous l'avez dit, vraiment, je pense qu'il y a une relation... la relation entre les sites de production, raffinerie de pétrole au bord de la Seine et la construction de la cité-jardin, ça c'est vraiment quelque chose, c'est 2 phénomènes qui sont absolument inséparables et inhérents, puisque comme certains d'entre vous le savent sans doute, la construction des sites de raffinerie du pétrole standard, vacuum, qui se trouvent plus près de la Seine, cette construction de ces sites de production se fait dans le même temps que la construction des premières maisons de la cité-jardin et la conception également du plan général de la cité. Puisque de façon très logique, cette construction de ces sites de raffinerie c'était gentil, va donc amener une main-d'œuvre très nombreuse. Alors une main-d'œuvre qui provient, pour une partie d'entre elles, d'une main-d'œuvre qui provient de l'industrie textile, qui dans les années 20 est déjà en train de péricliter dans cette région. Également une main-d'œuvre issue de territoires plus lointains, Le Havre, certains coins de la France, mais aussi de l'étranger. À savoir par exemple un certain nombre d'Italiens, de Yougoslaves, de Polonais qui vont venir
grossir l'effectif de la main-d'œuvre à partir des années 1920. Alors, qu'est-ce qui se passe fin des années 20, début des années 30? La production pétrolière et notamment de raffinerie va se multiplier énormément à cette période, après une série de lois et la constitution d'un cadre législatif qui doit encourager toutes les entreprises importatrices de pétrole à construire un certain nombre de raffineries en France. Il faut savoir que le site de Port-Jérôme et de la vallée de la Seine est le premier en termes d'importance en France à cette période, suivi de relativement près du site de Fos-sur-Mer, près de Marseille, mais on parle à cette époque, dans un certain nombre d'articles sur la production pétrolière et la production industrielle, on parle de fleuve du pétrole pour la Seine, la vallée de la Seine, depuis Le Havre jusqu'à Rouen. La raison pour laquelle on a ces sites, la construction de ces différents sites, c'est que, et bien entendu, l'accès depuis Le Havre qui est relativement aisé, mais c'est aussi tout l'arrière-pays, ce qu'on appelle l'Interland, à savoir par exemple Paris, directement relié par la Seine, qui va mobiliser les différents investisseurs, les entreprises pétrolières à travailler ici. Alors, une fois ces deux entreprises, la Standard et la Vacuum, installées, deux cités-jardins vont être construites en parallèle. Ces deux cités-jardins qui se trouvent sur les coteaux du plateau de Caux qui commence à émerger à partir d'ici. Et ce qui nous intéresse particulièrement cet après-midi, c'est justement cette cité-jardin de la Standard dont vous avez le plan général sur les documents qui ont été édités par la Maison de l'Architecture. Alors cette cité jardin Standard, elle présente un plan qui est particulièrement intéressant, que vous pouvez très très facilement lire, soit sur ce plan-là, soit sur les plans Google Maps, IGN, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un plan en amphithéâtre, qui va être coupé par deux axes principaux. Ces deux axes principaux que sont l'avenue du Général Gassoin et la rue André Lénart, ici. Ce plan en amphithéâtre, c'est un plan qui a été dessiné par l'architecte rouennais Pierre Chirol, qui est un architecte très important en fait dans le domaine de la construction d'équipements publics et de cités-jardins. On peut citer par exemple la cité ouvrière de Pavilly, qui a été édifiée également par lui. Alors qu'est-ce que fait Pierre Chirol dans la constitution de ce plan masse? Il va reprendre les idées de ce qu'on appelle la cité-jardin. C'est un mouvement qui a été créé à la fin du XIXe siècle par un théoricien et urbaniste qui s'appelle Ebenezer Howard en Angleterre. Cette conception de cité-jardin, à l'origine, à la fin du XIXe siècle, c'est surtout une proposition de la part d'Ebenezer Howard pour pouvoir trouver un remède à la métropole, à la ville tentaculaire et insalubre, et pouvoir trouver un équilibre entre la ville et la campagne. Il s'agit de construire des cités satellites autour des grandes villes, des grandes métropoles, qui vont présenter à la fois l'avantage d'être près de la nature, mais aussi de bénéficier d'équipements et d'être reliées les unes par rapport aux autres par un réseau de transport relativement efficace, voies de chemin de fer, routes, etc. Ce concept de cité-jardin, qui propose un équilibre entre ville et campagne, il est développé énormément en Angleterre et il va être aussi repris en France sous un avatar un petit peu différent. C'est-à-dire que tout le grand patronat, que sont par exemple, je vais citer quelques noms pêle-mêle, les Schneider au Creusot et à Montceau-les-Mines, les entreprises telles que DMC également à Mulhouse, des entreprises telles que encore une fois les Schneider à Harfleur, sur la cité de Méville, vont reprendre cette conception de cité-jardin, alliant à la fois la ville et la campagne pour pouvoir rompre avec une certaine monotonie qui existait dans les cités ouvrières.
Pour mémoire, par exemple, on a des cités ouvrières au cours du 19e siècle qui vont être construites selon un plan strict et orthogonal, vraiment au cordeau, au carré, laisser peu de place à la végétation, à la nature. Et cette conception de cité-jardin, comme on peut le voir sur ce plan, c'est vraiment l'idée de créer ce plan pour éviter la monotonie et aussi des parcelles qui vont être de plus en plus larges et pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'espace vert, de nature. Et c'est ce qu'on voit très bien justement avec cette cité à l'époque, donc dans la municipalité de Notre-Dame de Gravenchon, telle qu'elle s'appelait à cette période. Donc on a vraiment cette idée de cité-jardin qui est très importante à prendre en compte et qui est pensée par Pierre Chirol pour concevoir cette cité standard. Alors, que dire d'autre? Alors, voilà, on a cette conception de cité-jardin et en même temps, il y a aussi les principes de la cité ouvrière qui sont, relativement immuables depuis le 19e siècle et qui sont appliqués donc ici à ce plan. On a ce plan en amphithéâtre, donc avec un tracé, un réseau viaire relativement souple, mais malgré tout, il y a aussi une très grande hiérarchisation qui domine encore et qui doit montrer justement la composition pyramidale de l'entreprise de la Standard. Avec, et on va le voir tout à l'heure, donc un certain nombre de maisons ici qui sont implantées, qui sont réservées aux ouvriers, et plus on monte vers le bois d'Harcourt, vers le nord, plus ces maisons seront cossues, grandes, bénéficieront d'une parcelle de plus en plus importante, auront également un certain nombre d'équipements de confort aussi, beaucoup plus visibles. Donc on a vraiment cette idée de hiérarchisation allant du simple ouvrier jusqu'à l'ingénieur, jusqu'au contremaître, à l'ingénieur, et enfin la maison du directeur au numéro 8. Qu'on ira voir tout à l'heure. Donc il y a vraiment c'est ce qu'on peut appeler aussi, c'est ce qui a été théorisé par un historien pour le cas du Creusot, on parle d'urbanistique patronale, c'est-à-dire finalement que l'espace est modelé, l'espace du logement, l'espace de la ville est entièrement modelé par cette conception du patronat qui voit son entreprise comme une véritable famille en fait. Et il y a cette politique paternaliste qui est très très forte et qui est vraiment, dont cette cité standard est une des illustrations tout à fait probantes. Voilà, grosso modo, pour l'organisation générale. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, mais peut-être certains d'entre vous ont des réactions, dans la mesure où ces politiques en fait paternalistes de logement qui s'accompagnent en fait de la construction et de l'activité industrielle, ça montre aussi une volonté de la part du patronat à cette époque de stabiliser la main d'œuvre. Ça c'est quelque chose aussi qui est très intéressant, et qui est important en fait à souligner. C'est aussi comme ça que les logements sociaux apparaissent en fait au 19e siècle, avec par exemple les casernes. Je vais encore citer le Creusot parce que c'est vraiment les grands pionniers au 19e siècle, mais c'est une manière de pouvoir justement stabiliser la main-d'œuvre, proposer non seulement des logements mais aussi des services, des équipements, des animations pour que les employés se sentent le mieux possible et n'aient pas envie d'aller, de partir. Donc il y a vraiment cette idée de stabilisation qui est très très forte, que l'on voit effectivement avec ces différentes cités. Vous avez cité effectivement Clermont-Ferrand et Michelin, la Standard, et puis ces différentes cités ouvrières construites à partir du 19e. Il fallait que la main-d'œuvre soit sur place. Voilà, la main-d'œuvre également doit être sur place pour pouvoir être aussi le plus efficace, la plus efficiente possible en fait. Ça c'est aussi quelque chose cette proximité entre site industriel et cité standard, par exemple ici on a la vue aussi directement sur les raffineries. Il y a aussi, je voulais en parler un petit peu dehors, on pourra l'évoquer, mais il y a vraiment l'idée d'un tout en fait, d'une ville complètement autonome et de finalement
de vivre 24 heures sur 24 avec ces raffineries qui sont les principales sources de revenus pour les employés et leurs familles, et de conditionner véritablement en fait ces employés. Donc ça c'est aussi, enfin vous l'avez dit, on naît, on vit, on joue, on meurt Michelin. Voilà, je pense que ça a dû être aussi le sort d'un certain nombre d'employés de la Standard et puis d'autres entreprises, sociétés industrielles le long de la Seine. C'est à ce point-là parce que c'est un peu plus... C'est plus petit quand même ici. C'est plus petit ici, et c'est pour ça que j'ai été impressionné en arrivant de voir quand même que le paysage, et là où j'atterrissais, c'est-à-dire dans la maison qu'on m'avait affectée avenue Grasset, c'était bien, c'était mieux que les maisons Michelin, je peux le dire, hein, et plus confortable. Et par contre, il y avait un grand jardin fleuri. Magnolia, un cerisier dans tous les jardins. Oui, voilà. Voilà, tout simplement ces petits mots. On peut peut-être sortir, prendre les parapluies, ouais, et les imperméables. Quelques consignes de sécurité et logistique, nous sommes nombreux. Je sais pas si les pelouses sont autorisées. Oui, ça vous reconnaît, monsieur. Vous êtes déjà venu.